Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. Cela m'aide à être plus visible sur les plateformes, donc c'est très important pour moi. Et éventuellement un petit don, lien dans la description. Pour le coup, là, ça m'aide à publier régulièrement. Je rappelle que ma chaîne sur YouTube s'appelle Réinformation sur le monde. Voilà. Merci encore de votre soutien à ma chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 20 mai 2023 avec comme titre l'Ukraine prétend avoir abattu 6 missiles hypersoniques Kinjal. Nous verrons que ces allégations sont complètement grotesques, comme d'habitude vous allez me dire. Alors, comme d'habitude aussi, cette vidéo est en deux parties. Nous avons les informations générales, ensuite ma petite conclusion des informations générales, et enfin la carte militaire qui vous dit ce qu'il se passe sur le terrain en Ukraine pour le côté militaire. Voilà, on va commencer. Alors, le 14 mai, un missile Storm Shadow a été détruit selon le ministère de la Défense russe dans l'oblast de Lugansk, mais deux Storm Shadow auraient détruit une usine désaffectée de Lugansk qui devait servir à des fins militaires pour les Russes. Apparemment donc, les Russes n'ont pas abattu les deux autres Storm Shadow. On ne sait pas si cela est par manque de système anti-aérien ou si c'était parce que les systèmes anti-aériens russes n'ont pas pu les détruire. On ne sait pas. L'utilisation de missiles Storm Shadow, dont le nom est Scalp pour les Français par les Ukrainiens, montre que ces missiles avaient déjà été donnés à l'Ukraine il y a de cela des mois, afin que les Sukhoi 24 ou MiG-29 ukrainiens puissent être adaptés pour les transporter. Le fait que ce missile doit être lancé par avion et qu'il n'a qu'une portée de 300 km font que les avions, donc les missiles, peuvent être abattus si des systèmes antiaériens russes sont stationnés sur les cibles. Aussi, toujours par sécurité, cela veut dire que les missiles doivent être tirés presque à leur portée maximale. Donc le missile a une chance, en plus, de ne plus avoir de combustible avant de toucher sa cible suivant les vents et la topographie du terrain. Le même jour, donc le 14 mai, les Russes ont explosé un entrepôt dans la ville de Khmelnytsky, situé dans l'oblast du même nom, qui a fait une explosion énorme qui ressemble beaucoup à une explosion atomique tellement l'explosion fut gigantesque, qui de loin est la plus grande destruction de dépôts de munitions par missile de tous les temps. L'entrepôt abriterait, d'après les Russes, des centaines de tonnes de munitions divers, balles, obus, roquettes et missiles, avec peut-être des munitions à l'uranium appauvri, puisque de la radioactivité aurait été détectée par les Ukrainiens. Information à prendre avec les pincettes à ce niveau-là. Donc je vous laisse voir les images. Voici l'énorme explosion d'un entrepôt de munitions dans la ville de Khmelnytsky. C'est un entrepôt tellement gigantesque que cela fait comme un champignon nucléaire suite à sa destruction par un missile russe. On parle d'une valeur de 300 à 500 millions de dollars qui a été détruit. Alors maintenant, les allégations sur l'uranium appauvri qui était stocké dans cet entrepôt ne sont que des suppositions, rien n'est confirmé à ce niveau-là. En tous les cas, un gros coup dur pour l'armée ukrainienne. Autre détail intéressant, ce serait uniquement des munitions de l'OTAN qui auraient été explosées comme ça.
Aussi, une autre explosion, un peu moins grande mais impressionnante aussi, s'est déroulée dans la ville de Ternopil, dont un missile russe a fait exploser un dépôt de carburant important. Donc Kremenetsky et Ternopil, ça c'est dans l'ouest de l'Ukraine, hein. Après l'explosion massive d'un gros dépôt de munitions à Pavlograd il y a quelques jours, une plaque tournante logistique près de la ville centrale de Dnipro, énorme ville, hein, Dnipro, cette destruction dans la ville de Khmelnytsky est absolument terrible pour les Ukrainiens car cela s'ajoute à d'autres dépôts de munitions et de carburant plus petits qui ont été explosés les jours précédents. Enfin, cela montre aussi l'efficacité redoutable du service de renseignement russe sur le terrain qui semble savoir exactement où sont les points essentiels de la logistique ukrainienne, certainement par des espions au sein même de l'armée ukrainienne qui seraient des Ukrainiens pro-russes. Tout cela pourrait expliquer, entre autres facteurs, la suspension de cette fameuse contre-offensive ukrainienne. Bah oui, après la perte de tous ces entrepôts absolument indispensables pour les Ukrainiens, on comprend que cela puisse retarder leur contre-offensive. Cette contre-offensive tant attendue par le Pentagone et aussi beaucoup poussée par le Pentagone, hein. Alors, je vous rappelle encore une fois que le New York Times avait dit que 48 000 hommes étaient prévus pour cette grande offensive et qui démarrerait dans l'oblast de Zaporozhye. Nous verrons bien, tout cela c'est que des suppositions du New York Times. Le 16 mai, le ministre de la Défense russe dit avoir touché un système patriote avec un missile Kinjal. Alors là, c'est toute une affaire, hein, cette histoire de missile hypersonique. En fait, c'est tellement important cette histoire que on va regarder quelques sites internet ensemble. On va décortiquer tout ça. Voici les tirs d'un système patriote. Entre 30 et 32 missiles auraient été tirés en environ 2 minutes lors de l'attaque russe. Les Russes disent qu'ils ont tiré 2 missiles Kinjal pour détruire ce système patriote. Les Russes disent qu'ils ont frappé ce système patriote sans dire qu'ils l'ont complètement détruit. Les Américains reconnaissent que le système patriote a été endommagé mais toujours opérationnel. L'armée ukrainienne, elle, dit que le système patriote n'a pas du tout été touché parce que cela est impossible, contrairement à ce que dit le Pentagone qui, lui, confirme que le système patriote a bien été touché par un missile Kinjal. Alors très vite, avant de passer aux affaires Kinjal, il y a Newsweek qui avait parlé de l'énorme explosion de champignons à Khmelnytsky qui ravive les allégations d'uranium appauvri. Un dernier petit mot là-dessus, c'est pour vous dire que même dans les médias occidentaux, on parle de cet entrepôt qui abriterait des munitions à l'uranium appauvri, mais comme ils le disent, hein, des allégations, hein. Ça veut dire que c'est à prendre avec des pincettes, hein, cette information. Voilà, je tenais à un petit peu insister sur ce point-là parce que beaucoup de médias parlent de ces uraniums appauvris, que de la radiation aurait été détectée par les Ukrainiens. C'est à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien eu une énorme explosion de dépôts de munitions à Khmelnytsky. Ça, c'est certain. Bon, allez, on passe à nos missiles hypersoniques. Alors, vous voyez, Sputnik Afrique dit un missile hypersonique russe a détruit un système antiaérien patriote à Kiev. Voilà, vous voyez un MiG-31K là transportant un missile hypersonique Kinjal. Ensuite, on a The Kyiv Independent, qui est un des journaux les plus regardés en Ukraine. C'est un journal très important, comme le Ukraine Forum, dont je vous ai déjà parlé. Que dit The Kyiv Independent? Armée de l'air, 2 points, l'Ukraine abat 18 missiles russes dans la nuit, dont 6 Kinjal. Alors, l'Ukraine abat 18 missiles russes, c'est-à-dire que
18 sur 18. Donc ils ont arrêté 100% des missiles qui ont été envoyés sur l'Ukraine. C'est ce que dit voilà, l'armée de l'air, hein. Ce jour-là, hein, bien sûr, hein, le 16 mai. Hein. Voilà, parce qu'il y a eu d'autres missiles encore envoyés, nous verrons cela plus tard. La défense aérienne ukrainienne a abattu avec succès les 18 missiles russes, c'est-à-dire tous les missiles russes, dans la nuit. Faut savoir que ces 18 missiles, l'attaque a démarré vers 2h30 du matin. Donc 6 missiles balistiques, alors ils disent balistiques, hein, c'est faux, ce sont des missiles hypersoniques, mais bon, c'est des journalistes. Donc 6 missiles hypersoniques Kinjal, a déclaré Valéry Zaloujny. Zaloujny qui a disparu des radars. Hein. Ça, c'est ce que dit le journal, mais personne ne l'a vu et entendu en réalité. Bref, Zaloujny, commandant-chef des forces armées ukrainiennes le 16 mai. Donc, après avoir abattu les 6 missiles Kinjal, ils ont aussi réussi à éliminer 9 missiles Calibre. Alors les missiles Calibre, c'est comme l'équivalent des Tomahawk, hein, c'est envoyé par des navires. Donc ils ont été tirés de la mer Noire. Ils ont aussi arrêté, qu'ils disent, 3 missiles terrestres, des Iskander M. Ensuite, ils ont arrêté 6 drones kamikaze Shahed 136 et 131 de fabrication iranienne. Les Russes les appellent des Géranium 2, ainsi que 3 drones de reconnaissance. Voilà, ça c'est ce que disent Kiev Indépendante, c'est ce qu'a arrêté l'Ukraine, ce que dit l'Ukraine. Alors le New York Times, eux, disent des responsables américains confirment les dommages causés au système de défense patriote lors de l'attaque de Kiev. Voilà. Alors, il faut savoir qu'eux, les Ukrainiens, disent non, 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 aucun missile Kinjal n'a touché le système patriote. Et ils rajoutent que c'est impossible vu que le système patriote est le meilleur du monde. Les Américains, eux, disent si, on a bien été touchés, mais cela reste opérationnel. Voilà. Hein, que le système patriote reste opérationnel. Donc là, l'Ukraine dit avoir abattu des missiles russes hypersoniques au-dessus de Kiev. Voilà. Donc un tir de missile russe a également endommagé un système patriote fabriqué aux États-Unis. Mais les responsables américains déclarent qu'il fonctionne toujours. Donc pour qu'un système patriote soit touché par un missile hypersonique et que les Américains disent oui, oui, c'est vrai, effectivement, notre système patriote a été touché par un missile hypersonique, mais qui fonctionne toujours, c'est quand même fort, hein, comme déclaration. C'est-à-dire que le missile hypersonique, il a bien touché le patriote, mais bon, voilà, il a juste endommagé la carrosserie. Hein. Voilà. Absolument aucun dégât. Alors je vous rappelle qu'un système patriote, c'est utilisé par entre 80 et 90 techniciens. Voilà. Et que bon, ça n'a fait aucun mort et que ça a juste endommagé la carrosserie. Hein. Il y a juste la peinture qui a pris un petit peu, mais c'est tout, hein. Tout va bien. Alors qu'un système patriote est extrêmement fragile, extrêmement délicat, et que le moindre dysfonctionnement fait que plus rien ne fonctionne. Mais bon. Toujours selon Sputnik Afrique, le Kiev affirme avoir abattu 6 missiles Kinjal. Le ministre de la Défense russe, ici Sergei Shoigu, commente. Que dit Sergei Shoigu? Nous ne lançons pas tant de Kinjal qu'ils n'en abattent par leur déclaration. Mon traduction Google. Hein, ça veut dire que on lance pas tant de Kinjal que ça. Et en gros, ils ont abattu, les Ukrainiens disent qu'ils ont abattu plus de Kinjal qu'on en a lancé. Donc le nombre de ces missiles interceptés par l'Ukraine est 3 fois supérieur à celui que nous avons tiré, a déclaré le ministre. Donc il veut dire implicitement que en fait les Russes ont tiré 2 missiles Kinjal sur le système Patriot. Voilà. Et que les Américains admettent que le système Patriot a bien été touché par les Kinjal. Voilà. Donc il faut savoir quand même tout ça.
Voilà. Bon, maintenant, on va revenir au reste de ce qui s'est passé. Donc cette attaque massive de missiles russes sur Kiev répond à l'utilisation de Storm Shadow par les Ukrainiens, Storm Shadow livré par les Anglais. C'est ce qu'a déclaré Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Le journal ukrainien The Kyiv Independent dit que les 18 missiles russes ont été arrêtés, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté 100% des missiles lancés sur Kiev. Mais alors, il y a un truc qui ne va pas, puisque même les responsables américains ont déclaré que un ou des missiles Kinjal ont bien touché le système US Patriot. Même les Américains ont dit que c'était vrai. Et il ne faut pas oublier que les Ukrainiens, et ça c'est très drôle, eux disent toujours que le système Patriot n'a pas été touché par des missiles russes. Les Américains, le Pentagone donc, déclare que si, les Ukrainiens, toujours, maintenant, disent non, 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 le système Patriot n'a pas été touché par des missiles russes puisqu'il est impossible qu'un système Patriot puisse être touché. C'est ce que dit officiellement le gouvernement ukrainien. Donc le gouvernement ukrainien contredit directement les hauts responsables américains au Pentagone qui eux disent que oui, le système Patriot a bien été touché. Donc c'est quand même à souligner ce fait-là. C'est quand même absolument incroyable. Et je vais vous montrer donc le site qui dit ça. Alors ici nous avons USA Today News. Donc l'Ukraine a rejeté les allégations selon lesquelles un système de défense antimissile Patriot construit par les États-Unis avait été détruit par des missiles russes lors d'un lancement de missiles efficacement repoussé près de Kiev, et des responsables américains ont vérifié la version ukrainienne. Moscou a affirmé avoir utilisé un missile hypersonique Kinjal, nommé d'après le mot russe signifiant poignard, pour détruire le système lors d'une frappe nocturne plus tôt cette semaine. Les inspecteurs américains ont déterminé que les dommages causés au système Patriot étaient minimes et qu'il reste opérationnel, a rapporté CNN. Vous vous souvenez? C'est toujours CNN, hein, le rapporteur premier des informations de ce genre. CNN a été créé, je le rappelle, par le département de la Défense. Hein. Voilà, ce média a été créé par le département de la Défense américaine. Il faut quand même le rappeler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne vous inquiétez pas du sort du Patriote, a déclaré le porte-parole de l'armée ukrainienne Yuri Ignat. Hein. D'un point de vue technique, Patriot est un complexe, une batterie, une division, un système. Détruire le système avec une sorte de dague, c'est-à-dire avec un Kinjal, eh bien, c'est impossible. Vous voyez le ridicule de la chose. Yuri Ignat, qui précédemment, voire ma vidéo d'il y a quelques jours, avait dit lui-même que les Ukrainiens n'avaient pas détruit de missiles Kinjal et que ces hauts responsables qui travaillaient pour lui avaient été réprimandés pour avoir diffusé des fausses informations. Donc lui, il avait dit non. Après, 2 jours après, il avait dit « Ah bah oui, effectivement, c'est possible ». Donc vous voyez la confusion un petit peu que les Ukrainiens essayent de donner au monde entier. Mais c'est trop tard puisque Yuri Ignat avait déjà dévoilé dans un journal ukrainien qu'en fait tout cela c'était des fausses informations. Alors après il s'est dédit, mais c'était trop tard. Vous voyez bien le double discours. Alors les Américains, eux, essayent d'embrayer pour ne pas trop abîmer la réputation ukrainienne, mais les Américains ont quand même dit que le système Patriot avait bien été touché. Parce qu'au début, les Ukrainiens disaient non, 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 il n'a pas été touché. Maintenant, ils disent oui, bon, d'accord, il a été touché, mais comme le disent les Américains, avec des dégâts minimes.
Bien sûr, un missile Kinjal hypersonique, comme je l'ai dit précédemment, n'abîme que la carrosserie et la peinture. C'est bien connu. Vous voyez ce grand média indien Wion qui dit que l'Ukraine prétend qu'un missile Kinjal ne peut pas détruire un système patriote. C'est surligné en jaune. Alors je rappelle qu'un système patriote coûte environ 1,1 milliard de dollars, qu'un missile coûte entre 4 et 6 millions de dollars, suivant le perfectionnement du missile. Et il faut savoir que lors de l'attaque de Kiev, entre 30 et 32 missiles patriotes ont été tirés en environ 2 minutes, ce qui veut dire qu'environ 120-130 millions de dollars ont été utilisés en environ 2 minutes, ce qui est colossal, et éventuellement une perte d'un système patriote de 1,1 milliard de dollars, sachant qu'un système patriote est extrêmement précieux. En plus de cela, le tir, on va dire, de 30 missiles patriotes du système venant de Kiev est maintenant vide. Cela veut dire que s'il y a une autre attaque russe sur le système patriote ou d'autres cibles à Kiev ou dans la région de Kiev, eh bien là, il n'y aura plus rien pour les arrêter. Évidemment, s'il y a une autre attaque massive russe, nous verrons bien. Alors d'après le Newsweek du 16 mai, le titre c'est « La Russie dit avoir abattu 7 missiles Storm Shadow en une journée ». Alors je vous lis, les défenses aériennes russes ont abattu 7 des missiles de croisière Storm Shadow à longue portée nouvellement promis par l'Ukraine, a annoncé mardi le ministère de la Défense à Moscou. Voilà. L'armée russe a intercepté 7 missiles de croisière à longue portée Storm Shadow, 3 missiles anti-radar HARM, HARM et 7 lance-roquettes multiples HIMARS en une journée, a déclaré le département gouvernemental dans un communiqué sur Telegram. Lundi, la Russie a déclaré avoir abattu un seul Storm Shadow. Donc voilà, donc en 2 jours d'écart, la Russie en a intercepté un et après ils en ont intercepté 7. C'est ce que dit le ministère de la Défense russe. Alors, ils ont dit aussi, donc je répète, 3 missiles anti-radar HARM, HARM, c'est des missiles anti-radar américains. Alors là, pas grand effort puisque les missiles HARM américains sont connus pour être absolument mauvais. Donc c'est des missiles anti-radar de mauvaise réputation, relativement faciles à abattre. Donc là, il n'y a pas d'exploit. Et évidemment, les Russes ont dit 7 lance-roquettes multiples HIMARS. Le taux d'arrêt des HIMARS des Russes depuis des mois déjà est entre 85 et 90%, d'après le ministère de la Défense russe, bien sûr. Voilà. Donc ça montre que les missiles Storm Shadow, de toute manière, comme je vous l'avais dit dans mon précédent point sur l'Ukraine, n'a jamais été un missile extraordinaire. Parce que si c'était un missile extraordinaire, on n'en donnerait pas comme ça à l'Ukraine, bien évidemment. Et c'est un missile, malgré tout, qui coûte extrêmement cher, hein. Environ 900 000 euros par missile. Alors, c'est des missiles qui sont excellents quand il y a une défense antiaérienne absente ou quasiment nulle, mais dès qu'il y a une défense antiaérienne digne de ce nom, bah évidemment, un missile de croisière qui va à 1000 km/h contre 900 et 1000 km/h suivant la topographie, c'est très lent, donc très facile à abattre, entre guillemets, bien sûr, entre guillemets. Et son seul avantage est qu'il vole à très basse altitude. Alors ça, c'est l'avantage. Mais avec les nouveaux systèmes anti-aériens, voler à très basse altitude, bah, ne sauve plus comme avant. Avant, c'était vraiment prépondérant. Maintenant, voler à très basse altitude, c'est bien, mais ça n'arrête pas les derniers systèmes anti-aériens.
Surtout que les derniers systèmes antiaériens sont aidés par des drones, donc pour voir de manière verticale. Donc ça n'aide plus vraiment. La preuve, ils en ont arrêté 7. Bon, ça c'était pour les Storm Shadow. Ensuite, le 18 mai, il y a eu 30 missiles qui ont été tirés par les Russes. 22 pardon, KH-101. Alors c'est d'énormes missiles. Des KH-555. Alors pareil, d'énormes missiles qui ressemblent d'ailleurs beaucoup au KH-101. C'est des très très gros missiles, parmi les plus gros que les Russes ont. Et ils sont faits pour faire d'énormes dégâts. Alors c'est pareil, c'est comme les Storm Shadow, hein, dans le sens où ces missiles-là, eh bien, ils ont rien de furtif, à part voler à basse altitude, hein, c'est tout. Hein. Donc ces KH-101 et KH-555 ont été largués par des TU-160 et des TU-95, donc c'est des Tupolev. Ce sont des bombardiers, hein, les TU-160 c'est les plus gros bombardiers russes à moteur à réaction, il faut le savoir. Donc sur les 30 missiles, je vous ai dit, donc 22 KH-101 et KH-555, 2 Iskander K qui ont été tirés depuis le sol, 6 calibres donc de la mer Noire, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, 2 drones Géranium 2 et 2 drones de reconnaissance. Voilà. Sur les 30, l'Ukraine dit qu'ils en ont arrêté 29. Voilà, on va dire 98% d'arrêt pour les Ukrainiens. Bon, évidemment, c'est risible. Et évidemment aussi, hein, comme tous les missiles, les 18 qui ont été tirés sur Kiev, le ministère de la Défense russe, évidemment, dit que tous les missiles ont atteint leur cible. Et là, pour le 18 mai, le ministère de la Défense russe dit aussi que tous les missiles ont atteint leur cible. Alors voici Mikael Waltersson, c'est quelqu'un que je suis depuis quelques mois, ancien officier des forces armées suédoises et de la défense aérienne et analyse politique et militaire. Donc c'est un spécialiste en plus dans la défense aérienne. Donc quelqu'un vraiment à prendre vraiment au sérieux. Donc avec lui on apprend beaucoup de choses. Et que dit-il sur les 30 missiles? Eh bien voilà ce qu'il dit. C'est assez drôle. Donc le titre, Nouvelle mise à jour, guerre aérienne, désinformation 18 mai. C'est le titre. Un missile russe absorbe de l'énergie pour 20 villes ukrainiennes. Selon le ministère de la Défense ukrainien, 29 des 30 missiles russes ont été abattus lors de l'attaque de missiles la nuit dernière. Dans le même temps, le ministère ukrainien de l'énergie admet que 20 villes d'Ukraine manquent d'énergie en raison de l'attaque aux missiles, des 30 missiles. Ce missile qui a traversé doit être le meilleur missile de l'histoire et avoir un MIRV, c'est-à-dire multiples têtes, multiples ogives, avec au moins 20 ogives, avec de nouveaux explosifs super puissants pour y parvenir. Ou le ministère de la Défense aurait-il mal lu les rapports par inadvertance et aurait dû dire que 29 missiles sur 30 n'avaient pas été abattus. En plus de se moquer de la mauvaise guerre de l'information, je dois dire à la partie ukrainienne, coordonnez vos rapports. Et là en dessous, vous voyez le rapport de la défense ukrainien. Voilà, qui dit qu'ils ont arrêté 29 missiles. Voilà, et ça c'est Mikael Waltersson. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant à dire, c'est fort à propos. Étant donné l'historique de mensonges côté ukrainien, étant donné le fait qu'il y a eu des documents qui ont fuité du Pentagone, vous vous souvenez, grâce au très jeune Jack Teixeira de 21 ans, qui avait publié les documents sur Discord, grâce à ces documents secrets reconnus comme véridiques par tous les journaux du monde, eh bien, le Pentagone avait dit qu'au 1er mai, qu'au 5 mai, les systèmes de défense antiaérien ukrainiens seraient totalement épuisés. C'est ce que disait le Pentagone dans les documents qu'on fuitait. Et
Le Pentagone a dit au 5 mai, les Ukrainiens n'auraient plus de missiles pour se protéger. Voilà. Alors qui aurait tendance à croire? Bah, les Russes, évidemment, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Surtout que n'oubliez pas, précédente vidéo où je vous parlais des missiles hypersoniques, je vous avais dit que Yuri Ignat, le porte-parole des armées de l'air ukrainiens, avait déjà dit non, non, nous on a arrêté aucun missile hypersonique et en plus les hauts responsables de l'armée ont déjà été réprimandés à plusieurs reprises pour divulgation de fausses informations du même ordre. Vous voyez, tout converge pour dire que les Ukrainiens sont complètement à la ramasse et ne font que mentir. Une propagande, bien évidemment. Que peuvent-ils faire d'autre? Ils ne peuvent pas dire on est complètement désarmé et on est complètement nu. Ils ne peuvent pas dire ça. Surtout, de toute manière, vous avez les preuves. Je vous ai dit, tous les entrepôts qui ont explosé et dont on a les preuves en vidéo, bah, comment ça se fait que tous ces entrepôts de carburant à Ternopil ou à la ville où il y a eu l'énorme explosion qui ressemble à une explosion nucléaire, bah, s'ils ont arrêté tous les missiles, comment ça se fait qu'il y a eu ces dépôts d'entrepôts qui ont explosé? Comment ça se fait? Ça veut dire que les Ukrainiens n'ont eu aucun dégât alors? Et c'est pas le cas. À Kiev, il y a des ambulances partout, il y a les pompiers partout à Kiev, bah oui. Les gens, ils ont un smartphone, hein, ils publient sur TikTok et sur Telegram. On voit que Kiev, il y a des incendies partout, de la fumée partout. Les gens y filment. Alors comment ça se fait? C'est des gens qui font des feux de cheminée? Voilà. Donc bien sûr qu'ils n'ont absolument rien arrêté. Bien évidemment, allons, ça tombe sous le sens. Voilà, donc on en a fini pour les missiles, vous avez vu, c'est un énorme morceau. Ensuite, les médias occidentaux parlent de Prigojine qui aurait contacté les Ukrainiens pour donner la location de troupes russes et qu'en échange, les soldats ukrainiens devraient partir de Bakhmout. Alors évidemment, mais c'est tellement grotesque, voilà ce que les Occidentaux ont pondu. C'était leur dernière cartouche. Prigojine et sa troupe Wagner, mais aussi les forces armées régulières russes, ils ont pris environ 98%, entre 97 et 98% de Bakhmout. Bon là je vais vous faire le point de la carte militaire. Ils ne cessent d'avancer. Là la bande qui reste aux Ukrainiens de Bakhmout serait d'environ entre 300 et 400 mètres de large pour environ 600 mètres de long. Voilà ce qui reste des forces ukrainiennes de Bakhmout. Quand on est quelqu'un qui a une armée dans une ville et que la ville va être prise d'un jour à l'autre, c'est-à-dire qu'elle est quasiment entièrement prise, on ne va pas faire un marché de traîtres colossal avec les Ukrainiens. C'est ridicule. Quelqu'un qui est en train de gagner va pas faire un marché comme ça, qui va le ridiculiser et le considérer comme un traître envers la Russie. C'est complètement ridicule. Encore, Wagner n'aurait jamais pris Bakhmout, serait complètement à la ramasse. Et les troupes de Wagner qui seraient en train de se faire tuer, mais à la pelle, bon, bref, d'accord. Mais là, les troupes de Wagner se portent relativement bien. Évidemment qu'ils ont des morts, mais extrêmement peu comparé à l'armée ukrainienne. Donc il est dans un point de supériorité absolument énorme et il fera un marché comme ça avec les Ukrainiens en disant ah ouais moi je vais trahir la Russie juste pour que vous partiez de Bakhmout alors que Bakhmout ça y est il y a quasiment plus d'Ukrainiens à Bakhmout. J'exagère un peu, hein. Mais il y en a tellement peu que ça devient maintenant insignifiant. Ils ont perdu Bakhmout. Donc pourquoi on fera un marché comme ça? Vous voyez la propagande occidentale jusqu'où elle va? Tout ça pour tout ça pour dire non, regardez, c'est pas encore désespéré, alors que ça l'est désespéré. Voilà, donc c'est complètement ridicule, bien sûr. Un rapport américain du spécialiste John Helmer
indique qu'au final, l'offensive ukrainienne sur Soledar au nord de Bakhmout, car oui, les Ukrainiens ont fait une offensive sur Soledar. Soledar, c'est juste au nord de Bakhmout, c'est au nord, c'est comme fait une diagonale par rapport au nord de Bakhmout, petite diagonale qui fait du nord-est. C'est légèrement décalé sur l'est de Bakhmout. Voilà. Et donc, d'après John Helmer, cette offensive ukrainienne aurait fait 1200 morts côté ukrainien. C'est un chiffre apparemment qui avait été donné par lui il y a quelques jours, il y a 2 jours, ou 3 jours, pardon, mais apparemment, en fait, il avait sous-estimé. En fait, ces 1200 morts, c'est le minimum. Il y aurait 1200 minimum, voire 1400 morts, en réalité, côté ukrainien, suite à leur offensive. Donc, ils tentent quand même, hein. Ils ont essayé de prendre Bakhmout à revers, sur le flanc nord, mais très loin côté est, banlieue est, pour essayer de prendre les troupes russes par derrière. Donc prendre la pince nord russe par derrière. Et bon, bah évidemment, ça s'est vu, ils se sont fait massacrer. Voilà. Ce qui recoupe les dires du ministère de la Défense russe, qui dirent que l'offensive pour reprendre les flancs de Bakhmout avait échoué. Ça, c'était la semaine dernière. Je vous l'avais dit, hein, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y a eu la pince nord et la pince sud qui a été attaquée par une offensive ukrainienne. Sur la pince nord, les Ukrainiens avaient avancé, effectivement, et les Russes avaient reculé. Je vous ai dit que c'était une retraite stratégique. Donc les Ukrainiens sont tombés dans la nasse comme d'habitude, ils sont arrivés, et les Russes les ont massacrés, bien sûr. Donc là, les Russes ont repris ce qu'avait fait l'avancée ukrainienne. Voilà. C'est assez relativement nouveau, hein. Ils attendaient que tous les Ukrainiens de la pince nord qui avaient réussi à avancer d'environ 200 mètres, ils avaient donc attendu qu'ils viennent complètement. Ils ont fait l'annonce qu'ils ont repris complètement la pince nord, c'est-à-dire repris le terrain qu'ils avaient perdu en faisant leur retraite. Ça fait que depuis 2 jours à peu près, 2 ou 3 jours, ils ont annoncé que ça a été repris. Donc c'est extrêmement récent. Alors, si tout ça est correct, parce qu'évidemment, moi je suis pas sur le terrain, je ne lis que des rapports Telegram. Si tout est vrai, encore une fois, on ne peut pas savoir si tout est vrai, hein. Mais si cela est vrai, bah, c'est une catastrophe côté ukrainien. Car ceux qui ont attaqué, d'après les rapports même, alors ça c'est les Ukrainiens qui le disent, hein, c'est Ukraine Inform. L'offensive qui a été faite sur la pince nord et la pince sud, c'était des soldats d'élite ukrainiens des factions Azov et Bandera. C'est ce que j'ai noté, hein. Donc c'est surtout des bataillons Azov et la faction Bandera. Les Ukrainiens, dans cet assaut, auraient perdu 40 véhicules blindés légers et 30 tanks. Voilà. Cela dit, les combats furent très intenses et sur la pince sud, par contre, là, les Russes ont pris assez cher puisqu'il y a eu 2 colonels qui sont morts dans l'offensive ukrainienne. Et ça, c'était au sud de la ville d'Ivanivske, donc bah, juste à côté de Bakhmout, donc banlieue ouest de Bakhmout. Voilà. Et enfin, nous avons la déclaration de Joe Biden au sommet du G7 qui se déroule en ce moment à Hiroshima, au Japon, où d'ailleurs Zelensky a été invité, comme par hasard. Et donc Joe Biden qui a déclaré qu'il était d'accord pour que les Ukrainiens puissent s'entraîner sur des F-16. Et il est aussi d'accord pour que les Européens puissent donner leur F-16 à l'Ukraine. Pas que les États-Unis donnent leur F-16, que les Européens donnent leur F-16. Voilà. Donc il n'y a que 4 pays européens qui ont des F-16 présentement. Et donc ces pays européens veulent bien donner les F-16 à l'Ukraine, mais ils doivent encore attendre l'aval des États-Unis, puisque les États-Unis ont dit d'accord pour que les pilotes ukrainiens soient entraînés sur des F-16. Maintenant, ça va prendre encore plusieurs mois sur les modalités quant à la donation de F-16 à l'Ukraine. Donc
tout ça dépend encore des États-Unis, puisque là, Joe Biden est simplement d'accord sur ces deux points, c'est-à-dire le fait que les pilotes ukrainiens soient entraînés sur des F-16, donc là il est d'accord, et que les Européens donnent leur F-16, voilà, pas les États-Unis, les Européens. Et aux toutes dernières nouvelles que j'ai vues hier soir, alors si j'ai bien compris, en plus, les États-Unis ne veulent pas, pour l'instant, que les Ukrainiens soient entraînés sur des F-16 en réalité, c'est-à-dire en vol. Pour l'instant, c'est interdit pour des raisons de sécurité, de choses top secrètes qui auraient dans les F-16 des technologies certainement pointues. Je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai compris, donc les pilotes ukrainiens ne pourraient pas être entraînés sur des vrais F-16 en Europe. Ils devront aller aux États-Unis. Voilà, en Europe, ils pourront être entraînés sur des F-16, mais seulement sur des simulateurs ou tout du moins à terre, en théorie, mais pas piloter réellement des F-16. Voilà, ça c'est vraiment les toutes dernières nouvelles que j'ai eues donc vendredi soir concernant l'affaire des F-16. Donc enfin pour finir la conclusion là-dessus, c'est que les journalistes évidemment disent ah c'est la dernière ligne rouge qui a été franchie. Alors je rappelle que les lignes rouges ont été inventées par les médias, déjà je le rappelle. Je rappelle aussi, second point, que le coup que la Russie devait envahir l'Ukraine en 3 jours et qu'ils auraient lamentablement échoué, ça a été inventé par les médias. Vladimir Poutine n'a jamais dit qu'il allait prendre l'Ukraine en 3 jours ou même 2 semaines. Jamais rien n'a été dit à ce niveau-là concernant la Russie. Donc tout ça, ce sont des inventions des médias, évidemment exprès, hein, c'est l'État profond qui a dit aux médias de dire cela, bien évidemment, hein, bon, en gros les États-Unis, bien sûr, et de se passer le mot, afin de ridiculiser Vladimir Poutine, bien sûr. Donc tout ça, c'est des inventions des médias. Les lignes rouges, voilà, donc à chaque fois qu'il y a eu des envois, on va dire, de véhicules blindés, d'armes létales, de chars, les Russes ont dit que c'était une escalade, ça c'est vrai, mais ils n'ont jamais dit ah ça y est, ils ont franchi la ligne rouge, voilà. Alors quant aux menaces nucléaires soi-disant brandies à chaque fois par les Russes, c'est en réponse à chaque fois de l'Occident. Le premier à avoir parlé de menaces nucléaires, c'est Jean-Yves Le Drian, hein, ex-ministre de la Défense française, qui a menacé la Russie d'emploi d'armes nucléaires. Jean-Yves Le Drian, ça a été le tout premier à avoir parlé de ça. Voilà. Donc évidemment, après, les Russes ont répliqué, verbalement. Voilà. Mais les menaces nucléaires, la Russie n'en a jamais fait. Ils n'ont jamais menacé. Ils ont dit que si jamais il y avait une menace existentielle sur la Russie serait prête à se défendre. Voilà. Par tous les moyens. C'est les mots de Vladimir Poutine. Voilà. Donc n'oublions pas que la Russie ne veut pas utiliser l'arme nucléaire, bien évidemment. Ça deviendra un État paria. Donc voilà, les lignes rouges, l'utilisation d'une arme nucléaire comme menace, ça c'est les médias qui n'ont fait qu'en parler. C'est les médias qui s'auto-persuadent, ou pas qui s'auto-persuadent, mais leur plan est de dire que ça vient de la Russie. C'est faux. Il n'y a que les médias qui en parlent. Voilà. Voilà, je voulais faire ce petit point-là, en même temps que le coup des F-16 qui a été enfin accepté par Joe Biden. Faut dire que ça fait des mois qu'il y a déjà des pilotes ukrainiens qui sont formés en Allemagne et en Angleterre, encore une fois sur des simulateurs et en théorie, bien sûr, mais ça fait déjà des mois qu'ils le font. Donc le coup des F-16, bon bah ça devait arriver, hein, bien évidemment, hein, c'est comme les chars, etc. Ça devait arriver. Maintenant, est-ce que ça servira à quelque chose?
puisque normalement il faut plusieurs années pour former un pilote sur un avion de chasse, peu importe lequel. Là, ils veulent le faire en 6 mois. Alors, je vous dis pas la valeur du pilote de chasse après 6 mois de formation. Même si c'est un pilote de MiG-29 ou de Sukhoi 24, je sais pas, qui passe sur un F-16, la langue n'a rien à voir, les procédures sont un peu différentes, elles sont pas complètement différentes, mais elles sont un peu différentes. Le langage tactique n'a rien à voir. Bref, il y a non seulement le vocabulaire en anglais qu'ils doivent apprendre, mais en plus, évidemment, un avion qui a pas grand-chose à voir avec un MiG-29, hein. Donc, bon, nous verrons bien. En tous les cas, pour moi, les pilotes, avec une formation de quelques mois, on va dire 6 mois, pour un ancien pilote, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà pilote, il va de soi que quelqu'un qui a jamais piloté un avion, je vois pas comment il pourrait être formé en moins de 2 ans. Pour moi, il faudrait au moins 2 ans, minimum. Sinon, si c'est pour l'envoyer sur un vrai champ de bataille et qu'il se fasse tuer immédiatement, avec un avion qui coûte extrêmement cher, je vois pas l'intérêt. Mais bon, on verra ce que les États-Unis décident. En attendant, à mon avis, mais cela n'engage que moi, la guerre sera déjà finie, hein. Mais bon, nous verrons bien. Voilà pour le côté militaire. Maintenant, on change un peu de sujet. Le chef de la Cour suprême ukrainien a été condamné pour corruption. Alors, vous vous souvenez, Zelensky qui avait déjà viré des dizaines de généraux, plus plusieurs ministres. Donc, il avait déjà fait un gros nettoyage au sein du gouvernement ukrainien, Zelensky. Hein, évidemment, il ne pourrait pas se virer lui-même, même s'il le devrait. Mais voilà, ça continue. Le chef de la Cour suprême ukrainienne, qui a été pris la main dans le sac avec 2,7 millions d'euros de liquidité chez lui. Voilà. Donc ça, c'est le chef de la Cour suprême ukrainien. Vous voyez à quel point l'Ukraine est corrompue. Et c'est l'Union européenne qui veut que un pays comme ça entre dans l'Union européenne. Vous voyez? Et ils font tout pour le faire entrer, malgré tout, malgré que le pays soit en guerre et extrêmement corrompu. Je vous rappelle que l'Ukraine est un des pays les plus corrompus du monde et le pays le plus corrompu d'Europe. Parce que normalement, ces deux facteurs, le fait que le pays soit en guerre et extrêmement corrompu, devraient interdire l'entrée dans l'Union européenne, puisque c'est dans la charte de l'Union européenne. Et bien ils sont prêts à s'asseoir dessus, juste parce que c'est l'Ukraine et que là, ça les arrange pour leur idéologie belliqueuse, uniquement pour aller à la guerre au maximum. Parce qu'évidemment, le fait de vouloir faire entrer l'Ukraine, ça c'est une ligne rouge indépassable pour la Russie. Mais ils font quand même. Ils font quand même. Voilà. Donc ça montre encore une fois la corruption totale du pays, de l'Ukraine, à son plus haut niveau, Zelensky compris, bien sûr. Voilà. D'après Reuters du 15 mai, la Russie a dépensé 26 milliards de dollars juste entre janvier et février 2023, soit plus de 2000 milliards de roubles, ce qui est énorme. Alors les 26 milliards de dollars, c'est pour la guerre. Donc voilà, donc ils ont dépensé 26 milliards de dollars pour la guerre en 2 mois. Combien de temps la Russie pourra tenir à ce rythme? Ça, c'est un élément inconnu. Cela dit, le déficit commercial de la Russie était de 32 milliards d'euros en mars 2023 et la France, pour le même moment, donc en mars 2023, 164 milliards d'euros. Donc vous voyez, déficit commercial de la Russie en mars 2023, 32 milliards. Au même moment, 164 milliards d'euros pour la France.
La dette nationale de la Russie était de 188 milliards équivalent dollars au 1er janvier 2023. Au 1er janvier 2023, la dette de la France est de 3000 milliards équivalent dollars. Le chômage en Russie atteint 3,6% avec une tendance à la baisse du fait d'un rebond énorme de son industrie et est de 7,2% en France. Chômage 7,2% en France. Mais le journal La Tribune prédit un chômage de 8,2% en France en 2024 du fait d'une économie en berne. Nous voyons donc que la Russie est dans un état économique infiniment meilleur que la France. Et surtout, sa tendance économique générale est à la hausse constante. L'économie de la Russie a une tendance générale à la hausse constante, toujours d'après la Tribune, doublée d'une robustesse industrielle qui ne cesse de s'accroître fortement. Voilà. Erdogan va certainement être réélu puisque le premier vote le donne gagnant de 5 points en plus par rapport à son adversaire. Alors ce qu'on ne dit pas en Occident mais que l'on voit dans les médias turcs et qui sont fort intéressants et que les Turcs ont remarqué que la campagne de tous les médias occidentaux allait contre Erdogan pour qu'il perde, ainsi que les affaires d'opposants. Ils ont aussi remarqué que les affaires d'opposants turcs sont financées et supervisées par la fondation George Soros. Tiens. Alors, financé et supervisé par la fondation George Soros, The International Republican Institute, The National Democratic Institute, du Freedom House et du National Endowment for Democracy. Toutes ces organisations que je viens de vous citer sont les bras droits de la CIA. Alors je vous répète, dans les médias turcs, certains médias turcs évidemment, les opposants turcs à Erdogan, certains tout du moins les plus gros, seraient financés, supervisés par la fondation George Soros, The International Republican Institute, National Democratic Institute, Freedom House et du National Endowment for Democracy. Voilà, tous ces organismes dirigés par la CIA pour déstabiliser le pays, bah oui, Erdogan étant un ennemi des États-Unis. Voilà, et apparemment, d'après ce que moi j'ai lu, bah, le fait de savoir ça, ça a boosté les votes pour Erdogan. Voilà. Aussi, Erdogan dénonce les tendances pro-LGBT de son adversaire, donc ça aussi, ça l'a beaucoup aidé, tout en faisant de son adversaire un complice, voire un futur président marionnette des États-Unis, marquant la future vassalité de la Turquie à l'Occident. Bon, les Turcs étant un peuple fier, cela a joué pour Erdogan. Voilà. La conclusion, les forces ukrainiennes et les forces russes montent d'un cran leur résolution à se battre, et l'on voit bien que cela ne peut aller qu'en s'aggravant. Vous voyez bien que là, l'arrivée des Storm Shadow, le fait que les Russes, là, pour la première fois, aient bombardé massivement Kiev de missiles, voilà. Donc, et le fait que là, les Ukrainiens fassent des offensives relativement petites, surtout vers Bakhmut, prouve que ils essayent toujours. Les États-Unis, eux vont toujours de l'avant, l'Angleterre aussi, l'Allemagne, et bien que l'Allemagne un peu en reculant aussi, ils vont pas complètement à fond, c'est pas comme les États-Unis et l'Angleterre. Donc les États-Unis allant toujours en avant rappellent évidemment la guerre du Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye, où les États-Unis ne connaissent rien d'autre que renchérir toujours plus. Parce que oui, au Vietnam, Afghanistan, Irak, je vous rappelle, Vietnam, des années de guerre, des années, l'Afghanistan, 20 ans, l'Irak, plusieurs années, plus de 10 ans, la Syrie, ça continue toujours, la Libye, un chaos total. Voilà, donc les États-Unis ne cessent de renchérir vers la guerre, sans compter qu'il y a Taïwan aussi. Et sur ce point-là, les États-Unis poussent à la guerre aussi
en ce moment. Voilà. Donc voilà. Et ils font tout ça, bah, apparemment, c'est un mélange de stupidité, d'orgueil, d'esprit borné. Voilà. Mais ça, c'est tellement typique des États-Unis que cela les rend aussi parfaitement prédictibles, hein, vu qu'on sait très bien qu'ils vont agir comme ça. Voilà. Donc la tension monte toujours et les Russes vont être poussés à un moment donné à faire une vraie guerre. Parce que pour l'instant, Vladimir Poutine est d'une remarquable patience et d'une énorme retenue. D'ailleurs, ça fâche beaucoup au sein du gouvernement russe, puisqu'il y a beaucoup d'élus russes qui voudraient que Vladimir Poutine aille plus loin et arrête de ménager l'Ukraine, tirer les États-Unis. Voilà. Donc, bon voilà. Alors peut-être que sa patience et le fait qu'il se restreigne comme ça, peut-être pensait-il que l'Occident allait fléchir à un moment ou à un autre. Cela dit, la Russie ne peut pas non plus se permettre une guerre absolument longue. Là, vous avez vu, en 2 mois, en janvier-février, ça leur a coûté 26 milliards de dollars. C'est énorme. Donc, bon, alors d'un autre côté, ça joue aussi, là, le temps long joue aussi pour la Russie, puisque il y a une lassitude en Europe et aux États-Unis du fait que les sondages d'opinion ne sont pas bons. Maintenant, la plupart des gens veulent négocier avec Vladimir Poutine, donc il y a une lassitude, surtout que ça coûte tellement cher que les gens se demandent mais pourquoi tout cet argent ne va pas dans nos hôpitaux, dans notre justice, pour les chômeurs, voilà. Pourquoi ça ne va pas pour bah, tout le mal qui a été fait à cause de la crise énergétique, de la désindustrialisation, de l'écologie? Pourquoi on n'investit pas tout cet argent au niveau domestique? Les gens commencent à se poser des questions. Voilà. Donc peut-être voilà, que l'Occident va s'épuiser avant Vladimir Poutine au niveau de l'opinion tout du moins, et une opinion qui baisserait les bras pousserait à la paix et à la négociation enfin, puisque la stratégie de l'Occident de faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien commence à se voir même par les gens qui ont le moins de connaissances, les plus obtus, ceux qui absorbent tout ce que disent les médias occidentaux en prenant ça comme parole d'évangile. Bah, même eux, même ces gens-là commencent à se poser des questions, puisqu'il y a des affaires qui sortent, évidemment, en même temps, surtout aux États-Unis avec l'affaire Hunter Biden, qui montre que Joe Biden et son fils sont totalement impliqués en Ukraine depuis plus de 15 ans, avec des affaires personnelles de gaz et de pétrole, de corruption, et sans compter les biolabs, parce que ça aussi, les 30 biolabs en Ukraine, ça remonte aussi. Et oui, tout remonte au bout d'un moment, comme d'habitude. Comme avec la guerre d'Irak, où pendant 10 ans, on vous a dit ah non, non, armes de destruction massive, anthrax, etc., etc., comme la guerre de Yougoslavie, où tout était faux, voilà, avec un bombardement de Belgrade. Bref, tout ce qui a été hors la loi, bah là pour l'Ukraine, bah c'est en train de remonter beaucoup plus vite qu'avant. Parce que là, avec la guerre en Ukraine, il y a les réseaux sociaux. Et il y a Internet aussi, maintenant. Eh oui. Donc tout ça fait que bah ça change. Tout change. Alors, tout cela veut dire que Poutine devra à un moment ou un autre déployer sa vraie force pour en finir une fois pour toutes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 4 oblasts qui sont officiellement intégrés à la Fédération de Russie et qu'ils ne sont pas complets. Donc de toute manière, il faudra bien que Vladimir Poutine envoie une grande offensive, ne serait-ce que pour que tous les oblasts soient bien intégrés à la Russie. Voilà. Alors maintenant, bah, les sols, faut attendre que les sols soient secs pour faire une grande offensive. Ça marche aussi dans les deux sens. Et nous verrons bien, voilà. Mais en tous les cas, il y a quand même une chose que j'ai notée dans les rapports Telegram de Slaviangrad, qui est un peu mon point de référence pour tout ce qui est militaire, entre autres, mais ça c'est ma source principale. D'après Slaviangrad, il y a 2 ponts importants au sud de l'Ukraine, donc dans l'oblast de Kherson, qui sont toujours intacts. Ces 2 gros ponts apparemment.
Et donc tout cela voudrait dire que la Russie prévoit de passer ces ponts. Sinon, s'ils prévoyaient de rester derrière le Dniepr, côté est du Dniepr, d'être en mode purement défensif, ils auraient bombardé les ponts. Et ces ponts-là n'ont pas été détruits. Donc maintenant, on commence à beaucoup parler du fait que les fameux 500, entre 500 et 700 000 soldats russes en Ukraine bah, commenceraient enfin à bouger, parce que là, il y en a qu'environ 130 000 qui se battent sur le front. En général, hein, n'oublions pas qu'il y a une rotation d'à peu près tous les 6 mois hein, pour remplacer les soldats. Donc là, il y en a environ 130 000 qui se battent, mais il y en aura entre 500 000 et 700 000 en Ukraine. Donc il faut bien que les autres, à un moment, fassent quelque chose. Ils ne vont pas se tourner les pouces pendant des mois et des mois. Donc certains experts voient que c'est un signe, le fait que ces ponts soient intacts, un signe comme quoi Vladimir Poutine irait jusqu'à Odessa. Voilà. Donc maintenant nous verrons bien, parce qu'évidemment on peut pas connaître ce qui va vraiment arriver, mais en tous les cas ça paraît très logique. Alors en lisant aussi The Kyiv Independent Ukraine Forum et d'autres journaux locaux, c'est-à-dire en Ukraine, bien donc il y a toujours une grande démoralisation dans les rangs malgré tout de l'armée ukrainienne. Alors c'est caché au maximum bien évidemment, mais on ne peut pas empêcher une certaine fuite. Il y a quand même des centaines de milliers d'hommes en Ukraine, de soldats ukrainiens. Là présentement il y en aurait 200 000 à peu près, je parle bien de soldats. Donc évidemment il y a forcément des fuites. Il y a évidemment beaucoup de déserteurs aussi. Surtout que d'après moi les dernières nouvelles que j'ai eues, 70% du pays n'aurait plus d'électricité, ce qui est énorme. Donc les familles ukrainiennes sont désespérées aussi. Donc ça influe sur les soldats ukrainiens bien évidemment. Donc tout cela, le temps joue contre l'Ukraine infiniment, infiniment plus que du côté russe, bien sûr. Donc les Ukrainiens, eux, sont complètement à la ramasse au niveau militaire, mais aussi au niveau de la vie, tout simplement. Ils n'ont plus d'économie, faut pas l'oublier. Ils ont du mal à trouver à manger, faut pas l'oublier. Ils ont presque plus d'électricité. Hein. Il leur en reste que 30%. Voilà, ça c'est toutes les infos que j'ai pu avoir sur l'Ukraine vraiment de manière locale. Voilà. Voilà, donc ça c'était ma conclusion des informations générales. Maintenant on va passer à la carte militaire. Ici on voit l'évolution de la balance commerciale russe et présentement là elle est bénéficiaire de 12,35 milliards de dollars. Donc bénéficiaire en balance commerciale russe alors que la balance commerciale de la France est déficitaire de 154 milliards d'euros. Alors voici la carte militaire. Comme d'habitude, on va commencer par le sud. Donc là, Odessa a été bombardée avec des missiles russes, évidemment sur des zones militaires, en général des dépôts de munitions, des dépôts de carburant. Pas grand-chose à dire sur Kherson à ma connaissance qui n'a pas été bombardé. À ma connaissance, cette semaine, par contre, toujours un duel d'artillerie. Hein, ça, c'est évidemment, ça a toujours été la même rengaine à ce niveau-là. Euh, Mykolaïev a été bombardé par des missiles aussi, hein, mais très très peu. Alors, toujours bah, des combats un peu partout, bien évidemment, mais Orirov, c'est là où il y a le plus de combats dans le sud, à ce niveau-là, tout du moins. Donc là, les Russes n'avancent pas vraiment, donc il se passe pas grand-chose à ce niveau-là. Au niveau d'Ougledar, là, ça bataille très très fort. Les Russes sont un peu coincés, ils avancent hein, mais très très peu, très très peu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, comme je devrais vous le dire à chaque fois, c'est une carte des forces armées ukrainiennes. Hein. Donc toujours à l'avantage des Ukrainiens et toujours au désavantage des Russes. Bien évidemment, donc cette carte n'est pas tout à fait exacte. Elle est relativement exacte, mais pas tout à fait exacte.
Donc les Russes, eux, bah, n'avancent que très très peu. Je rappelle qu'Ougledar est complètement miné ici, ce qui rend les choses très difficiles pour les Russes parce qu'ils ont beau déminer avec des machines, le lendemain c'est reminé avec des petites mines magnétiques lancées par obus. Donc des obus américains, évidemment. Donc évidemment ce cirque ne pourra pas continuer éternellement parce qu'il y aura un problème de stock pour les Ukrainiens. Donc ça ne durera pas. Ougledar va tomber, il va y avoir un effet de seuil et hop, ça va tomber d'un coup, je pense. Malinka, c'est une forteresse, mais j'ai dit que j'en parlais pas parce que on peut considérer qu'elle est prise par les Russes depuis un petit moment, même si les Russes ont du mal à avancer, hein. C'est-à-dire, ils se sont arrêtés à la banlieue ouest, mais ils vont pas plus loin, hein. Donc ils aimeraient bien prendre cette ville à l'ouest, mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Ils sont bloqués, donc il y a une force ukrainienne très importante. Malinka, on peut dire que c'est pris. Alors par contre, Avdiivka, là, il y a des choses à dire, parce que Avdiivka, c'est la ville forteresse, on va dire, après Bakhmout, même si on n'en parle pas vraiment dans les médias. Avdiivka est très très important, très 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 important, parce que là, bon, bah, c'est dans un chaudron, Avdiivka. Les pinces se referment petit à petit. Là, on ne peut pas dire que les Russes piétinent, les Russes avancent. Ça se referme toujours côté nord. Côté sud, ça ne bouge pas. Donc ça se referme toujours côté nord, mais ça avance, hein. La semaine dernière, ils avaient fait une grosse avancée ici, comme on peut le voir. Là, maintenant, ça avance ici. Voilà. Donc Avdiivka, bah, ça se referme. Les Ukrainiens sont très 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 mal, puisque apparemment il y aurait presque plus de ravitaillement, parce que la route principale que vous voyez ici est très très bombardée, évidemment. Alors à un moment donné, les Russes avaient un petit souci de stock d'obus qui devait être envoyé sur Bakhmout en priorité, ce qui fait qu'il y a eu un ralentissement sur Avdiivka. Mais maintenant, ça y est, les obus, ils en ont reçu. Les forces armées régulières russes ont reçu les obus, donc ils peuvent rebombarder la route, voilà, de Orlivka. Donc ils peuvent rebombarder à nouveau cette route. Donc l'approvisionnement, bah, c'est fini pour les Ukrainiens, j'ai envie de vous dire. Avdiivka va tomber, bien évidemment, tout comme Bakhmout. Alors, on va parler de Bakhmout maintenant, le plus important. Voilà. Alors, Bakhmout, ça, je le répète depuis des mois, et je vais le répéter tout le temps. Bakhmout, c'est le nom en ukrainien. Le nom de Bakhmout en russe, c'est Altiomovsk. Altiomovsk, c'est le vrai nom en russe. Voilà. Et bientôt, on va appeler cette ville Altiomovsk. On va plus l'appeler Bakhmout. Donc, selon évidemment, c'est une carte ukrainienne. Voilà. Bon, au final, comme je le dis à chaque fois, en fait, il n'y a plus que cette zone qui est ukrainienne. Très exactement, ça va de ces petits étangs d'eau là jusqu'à cet étang d'eau ici. Sauf que là, ça fait comme ça. Voilà, ça s'arrête avant ce point là que vous voyez. Voilà. Ça, c'est les Ukrainiens, c'est ce qui leur reste en réalité. Voilà. Donc Bakhmout, bah Bakhmout, allez, je peux lancer que la semaine prochaine, c'est vraiment fini. Et cette fois, c'est pas des paroles en l'air. Si ça avance toujours comme d'habitude. Les forces de Wagner et de l'armée régulière russe, elle est sur les pourtours de Wagner, hein. Wagner est ici, et l'armée régulière est ici, hein, tout autour. Voilà, c'est l'armée régulière qui alimente Wagner et qui combat, bien évidemment, qui combat. Là, vous voyez, là, il y a eu les assauts de la semaine dernière ukrainiens se sont faits ici et ils se sont faits ici. Voilà, exactement ici et ici. Ça, c'était les. Alors, les Ukrainiens ont pu avancer. Ils ont pu prendre cette bande-là. Voilà. Et là, je vous ai dit aux toutes dernières nouvelles, les Russes ont repris ce qu'ils avaient perdu puisqu'ils ont massacré tous les Ukrainiens ici, quoi, principalement du bataillon Azov et du bataillon Bandera, hein. Pareil, hein, le bataillon Azov et le bataillon Bandera sont les unités d'élite ukrainiennes, hein. Voilà. Donc là, les Russes sont plutôt ici. Ils ont pris le sud d'Ivanivske,
aux toutes dernières nouvelles. Là, moi, je l'ai su il y a 2 jours hein, seulement. Voilà. Mais ça n'a pas changé, hein. Pour le sud d'Ivanifié, rien n'a changé, hein. C'est juste que là, ça se referme ici et ici. Ça y est. Donc maintenant que Wagner a eu, ça y est, ils ont eu leurs munitions, leurs obus, ça reprend. Voilà, donc là, ça va bientôt être fini. Donc le dernier verrou quand Bakhmout va tomber, parce que quand Bakhmout va tomber, Ivanifié va tomber relativement rapidement. Là où ça va être plus dur pour les Russes, c'est Tchassivial, parce que Tchassivial, ça fait des mois que je vous dis que il y a un moment donné, il y a quand même une retraite ukrainienne, donc ils ont renforcé énormément Tchassivial depuis le temps. Donc ça va être le second verrou. Ivanifié, pas vraiment, ça va vite tomber. Mais Tchassivial, ça va être encore une énième forteresse qui a été renforcée pendant des mois, donc ça va être vraiment difficile. Plus facile que Bakhmout, bien sûr, hein, puisque Tchassivial va être pris dans 2 pinces énormes, ça va devenir un chaudron énorme, et évidemment, après les Russes prendront toute cette zone, mais surtout, Kramatorsk et Slaviansk, qui sont les tout derniers verrous de l'Ukraine. Comme je le dis depuis peut-être 8 mois, ça fait 8 mois que je vous le dis, quand ça tombera, c'est fini, il n'y aura plus d'Ukraine. Parce que, en fait, toutes les forteresses ukrainiennes sont dans cette zone-là. Dans cette zone-là. Les autres, les forteresses ukrainiennes restantes, sont très faibles. Voilà. En point très important, bah, comme je le répète toutes les semaines, il y a Siversk, bien sûr. Siversk, ça avance pas beaucoup, hein. Au niveau de l'armée russe piétine, hein. Ça combat très fort, hein. Siversk, c'est extrêmement important pour les Ukrainiens puisque c'est un hub routier absolument énorme. Donc, comme Bakhmout, hein, d'ailleurs, c'est aussi important au niveau du hub. Donc ça, c'est très important pour les Ukrainiens. Ça bataille énormément et les Russes n'avancent pas. Ils avancent pas. Quand je dis ils avancent pas, je parle réellement. Ils avancent hein, de manière incrémentale, mais tellement lentement que bon, on peut pas dire qu'ils avancent vraiment. Ils avancent très lentement. Voilà. Alors, autre point évidemment important, bah, Liman, hein, parce que ça c'est un des objectifs russes, c'était reprendre Liman. Alors Liman c'est en ukrainien, Krasny Liman en russe. Ça c'est des points, bon, alors pourquoi je vous en parle? Parce que les médias à un moment en ont beaucoup parlé, c'est pour ça que je vous en parle, donc ça c'est des points évidemment importants. Et le tout dernier point important qui est au nord, c'est Kupiansk, qui est évidemment une des villes les plus importantes. Là, quand même, pour une fois, là je le note, l'armée ukrainienne a quand même rectifié sa carte et a fait une petite avancée russe malgré tout. Ouais, les Russes sont, et très exactement, moi d'après ce que j'ai lu en rapport télégramme de Slaviangrad, ils sont à 900 mètres d'ici. De ce point-là, ils sont à 900 mètres. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai compris. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Voilà, je ne sais pas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Là, vous voyez la ligne de front qui est absolument énorme. Elle va jusqu'à Soumy. Voilà, très grande ligne de front. Voilà pour la carte militaire. Voilà, c'est fini pour le point militaire du 20 mai 2023. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, cela m'aide à être plus visible, c'est très important pour moi. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci beaucoup de votre soutien à Analyse du Monde qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube. Merci beaucoup à vous tous, merci aux généreux donateurs et toujours, soyez curieux.